Le Soleil est une étoile de taille moyenne, et pourtant elle pourrait contenir 1 300 000 terres. L'étoile est aussi 333 000 fois plus lourde que notre planète. La NASA a traduit les ondes radio créées par l'atmosphère des planètes en sons audibles. C'est ainsi que les astronomes ont découvert que le son produit par Neptune ressemble aux vagues de l'océan, que Jupiter a l'air d'être sous l'eau, et que la voix de Saturne ressemble à la musique de films d'horreur. La Terre, elle, sonne un peu comme du jazz bebop. Bon, d'accord, ça je l'ai inventé. La surface du Soleil est brûlante, mais un éclair est 5 fois plus chaud. La Terre est frappée par 100 éclairs chaque seconde, ce qui représente 8 millions de coups de foudre par jour et environ 3 milliards par an. Incroyable! Si tu parviens un jour à aller sur la Lune et à voir des traces de pas récentes, cela ne veut pas dire qu'il y a quelqu'un d'autre avec toi. Les empreintes de pas ou d'autres marques du même type peuvent subsister 1 million d'années là-bas, car la Lune ne possède pas d'atmosphère. Il n'y a pas de vent, même pas une petite brise qui pourrait, même lentement, effacer ces empreintes. Les astronomes ont trouvé le plus grand trou que nous ayons jamais vu dans l'univers. On l'appelle le vide géant et il s'étend sur une surface d'1 milliard d'années-lumière. C'est par accident qu'il a été découvert. L'un des membres de l'équipe de recherche s'ennuyait un peu et a voulu vérifier comment les choses se déroulaient dans la direction du point froid. Il s'agit d'une anomalie dans la carte du fond diffus cosmologique, ou FDC en abrégé. Il s'agit d'une faible lueur qui atteint notre planète depuis différentes directions et remplit l'univers. Elle traverse l'espace depuis près de 14 milliards d'années et constitue ce qui reste de la production lumineuse qui a suivi le Big Bang. Alors, tu tombes en plein cœur d'un trou noir et tu te prépares donc à une triste fin. Pas de panique. Tomber dans un trou noir ne te détruira pas nécessairement, toi ou ton vaisseau spatial. Il faudrait choisir un trou noir de grande taille pour survivre. Si tu tombes dans un petit trou noir, ce qu'on appelle l'horizon des événements est très étroit. La gravité, quant à elle, s'intensifie un peu plus à chaque centimètre. Donc, si tu étends ton bras en avant, il y aura une grande différence de gravité qui s'applique entre tes doigts et ton coude. Cela aura pour effet d'allonger ta main, provoquant une sensation plutôt désagréable. Très désagréable pour être honnête. Les choses ne seraient pas tout à fait les mêmes si tu tombes dans un trou noir supermassif comme ceux qui se trouvent au centre des galaxies. Ces objets peuvent être des millions de fois plus lourds que le Soleil. Leur horizon des événements est vaste et la gravité ne change pas aussi rapidement. Ainsi, la force que tu ressentirais sur tes talons et au sommet de ta tête serait à peu près la même, et tu pourrais aller jusqu'au cœur du trou noir. Enfin, cela reste à prouver. Si tu regardes un film très touchant dans l'espace et que tu te mets à pleurer, tes larmes ne couleront pas. Elles s'accumuleront autour des globes oculaires. Tes yeux deviendront trop secs et tu auras l'impression qu'ils brûlent. Tout liquide exposé sur ton corps s'évaporera, y compris à la surface de ta langue. En parlant de brûler, c'est une chose que le feu ne peut pas faire dans l'espace. En effet, le feu peut se propager quand il y a un flux d'oxygène. Et comme il n'y en a pas dans l'espace, une fois qu'elles ont explosé, les étoiles ne sont pas censées revenir à la vie. Mais certaines étoiles ont survécu en quelque sorte à une grande explosion de supernova. Ces étoiles zombies sont plutôt rares. Les scientifiques en ont trouvé une très grosse appelée LP40-365. C'est une naine blanche partiellement brûlée. Une naine blanche est une étoile qui a brûlé tout son hydrogène, et cet hydrogène était auparavant son combustible nucléaire. Dans ce cas, l'explosion finale était peut-être plus faible qu'elle ne l'est habituellement, pas assez puissante pour détruire l'étoile en entier. C'est comme si une étoile avait voulu exploser mais n'y était pas parvenue, ce qui explique qu'une partie de la matière est survécue. Si tu vas un jour dans l'espace, n'enlève pas ta combinaison, sauf si tu es dans un vaisseau spatial. Dans l'espace, l'air dans tes poumons se dilaterait, ainsi que l'oxygène dans le reste de ton corps. Tu serais comme un ballon, 2 fois plus grand que ta taille normale. Bonne nouvelle, la peau est suffisamment élastique pour te contenir, ce qui signifie que tu n'exploserais pas. Petit réconfort. Lorsqu'un objet entre dans un trou noir, il change de forme et s'étire comme des spaghettis. Cela se produit parce que la force gravitationnelle attire un objet dans une direction, tout en le comprimant dans une autre. Une sorte de paradoxe des pattes. Par ailleurs, un trou noir aussi gros qu'un atome a la masse d'une très grosse montagne. Il y en a un au centre de la Voie lactée appelé Sagittarius A. Il a une masse équivalente à 1 milliard de soleils, mais heureusement, il est très loin de nous. Si
tu faisais un gros boom sur un astéroïde, tu ne serais pas capable d'entendre son bruit. Oui, nous entendons souvent le bruit des vaisseaux spatiaux et des batailles dans l'espace dans les films, mais ce n'est qu'un mythe. Le son est une onde qui se propage en raison des vibrations des molécules. Une personne frappe des mains à quelques mètres de toi. L'onde sonore commence à pousser la première molécule d'air à côté du claquement, puis la deuxième, la troisième, et ainsi de suite jusqu'à ce que l'onde atteigne ton oreille. Pour diffuser le son, nous avons donc besoin de molécules comme l'air ou l'eau. Dans l'atmosphère, les ondes sonores se propagent très bien, mais l'espace est un vide. Donc, il n'y a rien à y entendre. Tu peux taper bruyamment dans tes mains, mais il n'y aura pas de molécules capables de vibrer et de transporter ce son. Donc, pour avoir une conversation, il faut soit une radio, soit une très bonne lecture des lèvres. Les météoroïdes sont en orbite autour du Soleil, tandis que la majorité des débris d'origine humaine sont en orbite autour de notre planète. Par exemple, nous avons lancé près de 9000 engins spatiaux dans le monde, des satellites aux fusées. Même les plus petits morceaux peuvent endommager un engin spatial à des vitesses aussi élevées. Galaxies, planètes, comètes, astéroïdes, étoiles, les corps spatiaux sont des choses que nous pouvons réellement voir dans l'espace. Mais ils représentent moins de 5% de l'univers total. La matière noire, l'un des plus grands mystères de l'espace, est le nom que nous utilisons pour désigner toute la masse de l'univers qui nous est encore invisible. Et il y en a beaucoup. Elle pourrait même constituer 25% de l'univers. L'énergie sombre constitue les 70% restants de l'univers. Ça fait bien 100%, non ? Maintenant, regardons la Lune. Elle nous regarde toujours d'un seul côté. Cela signifie que la Lune a un côté sombre et que les rayons du Soleil ne l'atteignent jamais. C'est un mythe. Le fait est que la Lune est liée à la Terre par la gravitation. Il y a des jours et des nuits là-bas aussi. C'est juste que sa rotation est parfaitement alignée avec celle de la Terre. Ainsi, lorsque tu regardes la Lune, tu ne vois qu'un côté. Bien qu'il y ait aussi des jours où le Soleil y brille, donc ce n'est pas la face cachée, c'est la face éloignée. Et nous avons même des photos de cet endroit. Et il y a l'un des plus grands cratères de tout le système solaire, le bassin du pôle Sud-Aitken. Il est aussi large que 2 États du Texas. Yeehaw! Un mythe qui s'est aussi révélé faux insinuait que personne ne serait jamais allé sur la Lune. Ceci est la combinaison spatiale originale des premiers astronautes qui y sont allés. Regarde la semelle de la chaussure. Certaines personnes prétendent qu'il est impossible qu'ils aient pu laisser des empreintes comme celle-ci. En fait, c'est possible. Sur la Lune, les astronautes portaient des bottes supplémentaires par-dessus leur combinaison, et leurs semelles correspondaient parfaitement aux empreintes de pas sur la Lune. Les astronautes n'en ont pas eu besoin quand ils ont quitté la Lune, et les ont jetées quand la marche lunaire a été terminée. Ils ont d'ailleurs laissé beaucoup de choses là-bas. Ils ont même jeté les accoudoirs des sièges du module lunaire pour réduire son poids. En comptant toutes les missions lunaires Apollo, le poids total des déchets sur la Lune s'élève à environ 187 tonnes, y compris plusieurs rovers lunaires, des débris de vaisseaux spatiaux, 6 modules lunaires et toutes les expériences laissées derrière. C'est comme 3 Boeing 737. Un autre mythe sur le Soleil est qu'il est jaune. On va t'envoyer dans l'espace pour celui-ci. Tu regardes par la fenêtre et il est blanc. Le Soleil nous semble jaune seulement à travers le filtre de notre atmosphère. La composition de l'air et son épaisseur déforment juste la lumière de l'étoile. Mais les étoiles ont tout de même des couleurs différentes. Les étoiles plus froides ont des couleurs orange et rouge vives. Ce sont généralement de très vieilles étoiles, plus vieilles que notre Soleil. Mais les étoiles jeunes et très chaudes sont d'un bleu vif. Le Soleil se situe à peu près au milieu de ce spectre. Passons à un autre mythe, concernant les astéroïdes. Nous devons voler un peu plus loin que l'orbite de Mars. Wow! Nous voici dans une ceinture d'astéroïdes, et nous devons constamment esquiver des roches géantes et des blocs de glace. On s'est retrouvé au milieu d'un nuage dense et concentré en astéroïdes. Non, pas vraiment. Le fait est que l'espace est énorme, et les distances sont incroyables. Tous les rochers et débris de la ceinture d'astéroïdes ne représentent que 4% du poids de la Lune. Donc, il n'y en a vraiment pas tant que ça là-bas. Pour comprendre la dimension du vide dans l'espace, regarde la collision de 2 galaxies. Il y a des milliards d'étoiles dans chacune d'elles. Si on les mélange, il est peu probable qu'il y ait des collisions. Même ici. Aristote a dit un jour que l'or n'était que de l'eau solidifiée dans le sol et mélangée aux rayons du soleil. D'autres étaient persuadés que l'or pouvait être fabriqué à l'aide de la pierre philosophale. Lorsque les Incas ont vu de l'or pour la première fois, ils ont imaginé que ce métal tombant du ciel était les larmes d'une divinité.
Mais sa véritable origine semble en elle-même beaucoup plus spectaculaire. Rendons-nous dans un passé très lointain, à une époque où il n'y avait encore ni hommes ni animaux. Une époque où les dinosaures n'existaient même pas encore. Une époque où les formes de vie les plus simples commençaient tout juste à exister. Notre planète ressemblait alors à un immense chaudron rempli d'éléments chimiques. Les éléments, les tremblements de terre et les éclairs se déchaînaient en permanence. C'était il y a environ 3,9 milliards d'années. Au cours de cette période, d'énormes astéroïdes ont traversé notre système solaire. Ils se sont abattus sur Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Il est possible que des astéroïdes soient également tombés sur la Lune et y aient laissé de grands cratères. Une véritable apocalypse s'est produite sur notre planète. Mais heureusement, personne ne l'a vu passer car il ne s'y trouvait pas encore de vie. En parallèle de cette destruction, les astéroïdes ont apporté avec eux des métaux. Mais y avait-il des minerais sur Terre avant cela? Bien entendu. Le noyau de notre planète est principalement constitué de métaux tels que le fer. De là, il se répand dans la croûte terrestre, se mêle au magma, entre en contact avec l'oxygène et se combine avec d'autres éléments. Mais comment ces derniers se sont-ils retrouvés dans notre noyau? De simples atomes d'hydrogène et d'hélium ont fusionné et formé des éléments plus lourds à l'intérieur d'étoiles géantes. Puis des supernovas se sont produites et ont formé de grands nuages de poussière et de gaz. Ces nuages ont atteint notre galaxie et ont commencé à tourner autour du Soleil. Au fil du temps, cette poussière et ces restes d'étoiles ont formé des planètes. L'une d'entre elles était notre Terre. Les métaux qui reposent dans les entrailles de notre planète sont difficiles à obtenir. Et nous n'aurions pas la technologie dont nous disposons aujourd'hui sans cette pluie de météorites qui a constellé la surface de la Terre de minerais. Il existe deux théories. La première suggère que de puissantes explosions de supernovas loin dans notre univers ont formé la plupart des métaux de notre tableau périodique. Pendant l'explosion, une fusion nucléaire s'est produite qui a créé des atomes d'or. Ensuite, l'onde de choc a projeté ces morceaux incandescents dans différentes directions. Ils ont volé pendant longtemps, ont refroidi dans l'espace glacial et ont atteint notre système solaire. Une autre théorie affirme que l'or et d'autres métaux sont apparus des suites de la fusion de deux étoiles à neutrons. Il s'agit de puissantes étoiles, dont la taille est plusieurs fois inférieure à celle du Soleil, mais dont la masse est plusieurs fois supérieure à la sienne. Ce sont des objets dotés d'une force gravitationnelle et d'une densité colossale. Leur collision aurait généré un rayonnement gamma intense, capable de synthétiser de l'or. En 2017, des astrophysiciens ont observé pour la première fois la collision de deux étoiles à neutrons. Ils ont enregistré des traces de métaux lourds, parmi lesquels de l'or, grâce à des détecteurs d'ondes gravitationnelles. Cette théorie semble donc plus probable. Et si nous allions encore plus loin? D'où viennent les étoiles? Des nuages de poussière et de gaz sont dispersés dans l'univers. Ils se mélangent, se combinent en une seule masse et grossissent comme une énorme boule de neige. Ils se pressent les uns les autres et génèrent une force gravitationnelle. Lorsque toute la matière s'effondre sur elle-même, elle commence à chauffer. Et cette poussée d'énergie crée alors une étoile. Certains physiciens supposent que les étoiles, au cours de leur vie, peuvent produire la plupart des éléments du tableau périodique. Si cette théorie est vraie, alors notre corps est également constitué de particules d'étoiles. Nous découlons peut-être d'une gigantesque supernova qui a explosé il y a des milliards d'années, à l'autre bout de l'univers. Plus de 50 ans se sont écoulés depuis l'apparition de cette théorie, mais personne ne l'a ni prouvée ni réfutée depuis. Revenons à notre or. L'un des plus grands gisements d'or au monde se trouve en Afrique australe. Les scientifiques pensent que le précieux métal y est apparu il y a plus de 2 milliards d'années, après la chute d'une gigantesque météorite. Les scientifiques sont aussi persuadés que de l'or repose au fond des océans du monde entier. Entre 10 et 20 millions de tonnes de ce métal précieux pourraient se trouver sous les eaux. Mais il ne s'agit pas de grosses pépites, mais plutôt de minuscules particules dissoutes dans le liquide. L'extraction de cet or serait donc bien trop coûteuse. Découvrons maintenant comment les gens extraient de l'or et le transforment en bijoux. Tout d'abord, il faut trouver des gisements d'or, de grandes parcelles de terre ou de roches à l'intérieur desquelles l'or est caché. Les mineurs emploient alors des pioches, des pelles et des machines pour extraire des éclats brillants de la roche. Ces morceaux sont ensuite dissous dans un acide spécial qui sépare l'or des autres solides.
Ensuite, d'autres substances sont retirées du métal précieux par fusion ou par l'injection de gaz. Lorsque l'or est raffiné, on vérifie sa pureté. 99,9% étant la valeur de référence. Et voilà le travail. Ton or est prêt à servir. Il est possible de le transformer en bijoux ou en composants électroniques. Les métaux les plus rares sur Terre proviennent également des étoiles. Il s'agit du rhodium et de l'iridium. Ils sont plusieurs fois plus chers que l'or, non en raison de leur beauté, mais de leur intérêt pratique. Par exemple, le rhodium et l'iridium peuvent rendre des gaz nocifs inoffensifs. Et 90% de la demande de ce métal provient du marché automobile. Ces métaux sont utilisés dans la fabrication des catalyseurs qui sont nécessaires pour réduire les gaz d'échappement nocifs. Lorsque les substances toxiques produites lors de la combustion du carburant entrent en contact avec ces métaux rares, elles deviennent aussi plus sûres, puisqu'une micro-couche de rhodium et d'iridium est appliquée sur les parois du cylindre. L'or, le platine, le rhodium et l'iridium sont les métaux les plus chers. Mais qu'en est-il des plus durables ? Il est un peu compliqué d'élire un grand vainqueur, car la résistance d'un métal dépend de 4 critères. Tout d'abord, il y a la résistance à la traction. C'est la capacité d'un métal à supporter la rupture. Par exemple, la pâte à modeler a une très faible résistance à la traction, car tu peux facilement l'étirer dans différentes directions. Au sein des métaux, c'est peut-être le tungstène qui est le plus difficile à étirer. Un autre critère est la résistance à la compression. Il s'agit de la capacité d'un métal à résister à une pression quelconque, et dans ce domaine, c'est le chrome qui est l'un des plus résistants. Le troisième critère de résistance des métaux est la limite d'élasticité. Pour la mesurer, il faut fabriquer une tige ou une poutre à partir de n'importe quel métal, puis essayer de la tordre et de la briser. Le métal qui présente la plus grande résistance aura ainsi une limite d'élasticité élevée, et le titane semble tout indiquer pour cela. Le quatrième critère est la résistance au choc. Ce facteur montre à quel point le métal est résistant lorsqu'il tombe ou lorsqu'il est frappé. À cet égard, le fer enregistre d'excellents résultats. Chaque métal a ses propres points forts et ses propres faiblesses. Le chrome, par exemple, a une grande résistance à la compression, mais il résiste mal à la traction. C'est pourquoi l'industrie métallurgique fabrique des alliages de métaux pour combiner leurs forces. Bon, nous avons appris à connaître les métaux les plus rares et les plus coûteux. Et qu'en est-il des autres éléments ? Quelle est la substance la plus rare au monde ? Eh bien voici l'astate, l'élément le plus rare de notre planète. Il y aurait au total environ 25 grammes de cette substance dans le monde entier. Et sa vitesse de désintégration est égale à la vitesse de sa formation. Par conséquent, la quantité de cette substance dans la nature ne change jamais. On a théorisé cet élément dès la fin du 19e siècle et on l'a découvert au début du 20e. Mais même aujourd'hui, après tant d'années, nous savons peu de choses sur celui-ci. En 1869, le créateur du tableau périodique, Dimitri Mendeleïev, a déduit qu'il existait une certaine substance, correspondant au numéro 85 au sein du groupe des halogènes. Ce groupe d'éléments non métalliques comprend des substances telles que le fluor, le chlore, le brome et l'iode. L'astate est donc considéré comme le plus lourd de tous les halogènes connus et le plus semblable aux métaux. Il a un point de fusion bas et conduit mal la chaleur et l'électricité. Il est cassant à l'état solide et a une couleur sombre. Aujourd'hui encore, les scientifiques ne connaissent pas toutes ses propriétés. Il est presque impossible de le trouver dans la nature. Mais les chimistes ont appris à le synthétiser artificiellement. On ne sait pas non plus comment exploiter cet élément, car il est trop radioactif. Mais dans certains laboratoires, les chercheurs mènent des expériences en utilisant l'astate pour traiter les maladies thyroïdiennes. Savais-tu qu'il existe un objet astronomique dans lequel l'espace et le temps échangent leur place ? Mais comment ça fonctionne ? Et que signifie exactement échanger l'espace et le temps ? Essayons de comprendre. Imagine que tu es dans un vaisseau spatial qui ne peut que se déplacer qu'en ligne droite. Ta trajectoire mène à un point inévitable, et tu n'as aucune idée de ce qui t'attend. Tu peux seulement espérer que ce ne sera pas trop grave. Pendant ce temps, tout ce qui t'entoure n'est que pure folie. Un assemblage chaotique d'événements historiques. Qu'est-ce que tu vois ? D'anciens humains et dinosaures ? La naissance de l'univers ? Le futur ? Qui sait ? C'est à ça que ressemblerait l'univers si on échangeait le temps et l'espace. Et, en théorie, c'est ce que tu verrais si tu tombais dans un trou noir et que tu parvenais à survivre.
Mais comment une telle chose est-elle possible? Tout d'abord, parlons du temps et de l'espace. Imagine que tu dessines une ampoule électrique sur une feuille de papier. Puis tu prends une autre feuille et tu dessines la façon dont elle s'est allumée. Pour l'instant, ce n'est qu'un petit cercle de lumière. Une autre feuille, le cercle de lumière s'agrandit. Il devient de plus en plus grand jusqu'à ce que, finalement, il se transforme en un énorme cercle. Dans la réalité, l'ampoule s'allume en un clin d'œil, parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que l'univers. Mais ici, sur nos dessins, on a capturé la propagation de la lumière image par image. On voit comment, au fil du temps, la lumière est passée d'un petit point à un grand cercle. Mais si tu empiles ces cercles, ça ne te rappelle pas une certaine forme? Par exemple, un cône? Exactement. On appelle ça un cône de lumière. Et le temps est l'axe central de ce cône. Pourquoi? Parce que la lumière se transforme d'un petit point en un grand cercle au fil du temps. Pour s'en souvenir, dessinons un vecteur temps, une flèche à l'intérieur du cône. Elle va du passé vers le futur. Pendant ce temps, les cercles représentent l'espace. Dans l'espace, on peut se déplacer comme on veut, dans n'importe quelle direction, vers le haut ou vers le bas, en zigzag et ainsi de suite. Mais peu importe les zigzags qu'on dessine, on avance toujours le long de la ligne de temps. On ne peut pas revenir en arrière et on ne peut pas arrêter le temps. Cela nous aide à définir le temps et l'espace. Le temps est la direction dans laquelle le cône de lumière est orienté. C'est la direction où tous nos chemins mènent et où se trouve inévitablement notre avenir. Et l'espace est toute la variété de directions perpendiculaires à la ligne de temps. Ce graphique est très simple. S'il pouvait être appliqué à l'univers entier, alors le temps s'écoulerait de la même façon partout. Cependant, si tu as vu au moins quelques films de science-fiction populaires, tu sais que ce n'est pas le cas. En réalité, le temps peut s'emballer. Par exemple, si tu te détends près d'un trou noir, ce qui ne sera que 2 heures pour toi peut s'avérer être 20 ans pour ton ami resté sur Terre. Mais pourquoi? Prends une grande respiration. Maintenant, la gravité entre en jeu. Tu t'es dit sans doute que c'est simplement cette force qui nous aide à tenir sur le sol. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça. La gravité est l'une des forces physiques de base de notre monde. Et elle est incroyablement puissante. Elle est même tellement puissante qu'elle peut déformer l'espace et le temps. Elle peut littéralement influencer la vitesse du temps comme un sorcier tout-puissant. Comment? Pour le comprendre, prenons quelque chose de légèrement plus gros qu'une ampoule. Par exemple, une supernova. Quelque part dans l'univers, une étoile vient d'exploser. Comment le sait-on? Rien dans l'univers, aucun son, aucune onde radio, rien ne voyage plus vite que la lumière. Donc on ne prend conscience de la naissance d'une supernova que lorsqu'on la voit. Et cela n'arrive que lorsque son cône de lumière grandit suffisamment et atteint notre planète. Donc le cône de lumière grandit et grandit. Jusqu'à présent, tout va bien. Et finalement, il atteint notre planète. Mais il y a un hic. Notre planète est massive. Très massive. Et elle a une gravité assez forte. Alors, que se passe-t-il? La gravité change la direction du cône de lumière. Elle commence à attirer le cône vers le centre de notre planète. Et avec elle, elle attire aussi notre flèche du temps. Cela signifie qu'elle ralentit le temps. Et plus le cône de lumière est proche de nous, plus la flèche se courbe. Et plus le temps ralentit. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie par exemple qu'une montre autour de ta cheville sera en retard par rapport à une montre à ton poignet, que ta tête vieillit plus vite que tes jambes, et que les astronautes en orbite terrestre vieillissent un peu moins vite que les gens sur Terre. C'est ce que les scientifiques appellent la relativité générale. Ok, mais quel est le rapport avec notre sujet? Comment peut-on comprendre ce qui se passera si on échange l'espace et le temps? Ne t'inquiète pas, on y arrive. Imagine maintenant un corps cosmique avec une gravité incroyablement forte. Il déforme tellement le temps et l'espace qu'on a l'impression qu'ils s'échangent. C'est un trou noir. Il attire absolument tout vers son centre. Aucune étoile, aucune planète, aucune lumière ne peut y échapper. Disons que notre cône de lumière s'en approche. D'abord, comme d'habitude, le temps commence à se plier vers le centre du trou noir, attiré par sa gravité. Mais la gravité est très forte, si bien qu'il se courbe de plus en plus, et le temps va de plus en plus lentement au fur et à mesure que tu t'approches du centre. À la fin, le cône de lumière traverse la limite du trou noir, ce qu'on appelle l'horizon des événements. À ce moment-là, il s'est tellement déformé que maintenant il pointe littéralement vers le bas. On peut dire que le temps a changé sa direction. Le temps pointe vers le bas,
qu'est-ce que c'est que cette absurdité? Ce sera plus facile à expliquer avec un exemple réel. Imagine que tu es un astronaute un peu fou qui a décidé de sauter dans un trou noir. Et il y a un observateur dans un vaisseau spatial qui te regarde faire ça. Au début, pour toi, rien ne change. Regarde ta montre. Tu vois que 5 secondes se sont écoulées. Tout va bien. Mais que se passe-t-il pour l'observateur? Tout d'abord, tu vas tomber pendant un très long moment. L'observateur est assis là depuis 50 ans. Et tu tombes toujours, parce que ton temps a ralenti. Deuxièmement, comme l'espace est également déformé près d'un trou noir, l'observateur verra que tu commenceras à t'étirer comme un spaghetto. C'est un terme scientifique d'ailleurs, qui porte le nom de spaghettification. Et puis tu franchis enfin l'horizon des événements. L'observateur ne te voit plus. La lumière ne peut pas s'échapper d'un trou noir, donc ton image n'atteindra pas l'observateur, même si tu es toujours à l'intérieur. Et que se passe-t-il pour toi? Et si tu avais survécu d'une manière ou d'une autre, rappelle-toi que la flèche du temps pointe vers le centre du trou noir. Cela signifie que désormais, le centre du trou noir est ton avenir. Ce n'est pas un lieu, c'est un destin que tu ne peux pas changer. Et l'endroit d'où tu viens, ainsi que le reste de l'univers, n'existe plus pour toi. Parce que maintenant, ce n'est pas un lieu, mais un événement du passé. Et comme tu ne peux pas remonter le temps, tu ne pourras jamais revenir. Mais qu'est-ce qui se trouve autour de toi? Un chaos complet. Les rayons de lumière se déplacent maintenant dans toutes les directions, en avant, en arrière, et ainsi de suite. Les rayons représentant les événements du passé, du futur, du présent, tout cela se déplace autour de toi. En réalité, l'espace et le temps n'ont pas échangé leur place. Mais on a l'impression qu'ils l'ont fait, parce que dans l'espace, tu ne peux plus faire qu'avancer, comme si tu suivais une ligne droite. Et le temps reflété dans les rayons lumineux t'entoure partout et se déplace dans toutes les directions possibles. Et là, on retourne au début. Cet exemple horrifiant nous aide à imaginer ce que l'on ressentirait si le temps et l'espace étaient inversés. Bien sûr, tout cela n'est que théorie et supposition. L'idée même que nous nous déplaçons dans une direction, celle que nous n'avons pas choisie, et qu'il y a un chaos temporel complet autour, semble assez effrayante. Et pourtant, ce serait une expérience très intéressante. Tu es partant ?